Ça date pas d'hier, cette violence. Donc Grenoble a une tradition de grand banditisme qui remonte aux années 60, mais c'est vrai que... Sauf que depuis 2 mois, vous avez des règlements de compte, des fusillades... En 2010, effectivement, le trafic de drogue est sous le contrôle de gangs maghrébins, d'accord, qui défient l'État. Non, mais c'est ça. Cette démonstration de force, c'est pour défier à la fois l'État et les gangs rivaux. Donc... Moi, je trouve, sur le fond, indépendamment de cette lettre, déjà, pour que M. Darmanin écrive une lettre pareille, il faut encore que son bilan lui permette d'écrire ça. Or, quand on a le bilan qu'il a, alors ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne n'a constaté un arrêt de l'ensauvagement depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Donc déjà, qu'il commence par s'occuper de la sécurité française avant d'aller administrer des leçons à des maires. Même si ce maire-là, effectivement, et les précédents le méritent, mais celui-là plus particulièrement. Et effectivement, le fait qu'il ordonne une opération de police dans le sillage de cette démonstration de force est complètement ridicule. Surtout qu'il n'y avait pas de commission rogatoire, il ne pouvait pas rentrer chez les gens. Il savait très bien qu'en débarquant, il trouverait cosmétique. D'autant plus que ces gangs-là, on sait très bien qu'ils font vivre tout un écosystème, d'accord, qu'ils irriguent du pognon, de la drogue, énormément de familles, etc. Et qu'une fois qu'ils ont fait ça et qu'ils l'ont filmé, ils disparaissent un peu comme les combattants du Viet Cong dans le Mékong. Voilà. La question qui se pose maintenant, c'est comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Alain Carignon. Et là, alors là, c'est très simple. C'est un cocktail à la fois de décroissance, de paupérisation de la population, d'immigration, d'accord ? Parce qu'on voit bien que la ville a changé de visage en 30 ans. Le Grenoble d'aujourd'hui, c'est pas le Grenoble d'il y a 30 ans. Donc il y a la paupérisation due au chômage et à la croissance économique faible, etc. Et il y a effectivement une immigration folle qui se concentre sur certaines zones et qui donne les images que vous voyez. À un moment, il faut quand même savoir agir parce qu'en réalité, dans ces quartiers, on les connaît, les trafiquants de drogue. On connaît les principaux barons. Donc il faut arrêter de louvoyer, il faut arrêter cette politique d'impuissance castratrice qui consiste toujours à expliquer que c'est impossible et à expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Là, par exemple, sur Grenoble, il eût fallu attendre quelques jours, faire descendre la maréchaussée et faire défiler ces gens qui ont manifesté avec des armes, les menottes au poignet devant toutes les caméras. Et là, je peux vous dire que ça aurait calmé le quartier. J'entends qu'il faille durcir les mesures contre les mineurs, mais confronter un mineur au milieu carcéral, est-ce que c'est le meilleur moyen de le réintégrer ensuite à la société quand on sait ce que fait la prison sur la plupart des délinquants? Moi, c'est très naïf la question que je pose, mais... J'ai une réponse très simple. Et là, un gamin de 16 ans, vous l'envoyez en prison, vous le tuez. Les pays qui ont réussi à juguler leur insécurité et leur violence sont des pays qui font des peines de prison parfois de 1 ou 2 jours pour des mineurs et pour des majeurs qui sont des primo-délinquants. Vous avez des chiffres? Allez voir les pays scandinaves. Non, mais allez-y. Là, voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est les pros de l'aménagement. Mais le problème, c'est que si vous avez 16 ans et que vous faites un petit larcin ou un petit acte de délinquance et que vous êtes enfermé 2 jours, ça peut vous faire passer l'envie d'entrer dans un cycle de délinquance et de criminalité. Ce que je surveille surtout, c'est la situation hospitalière. Oui. Donc, effectivement, il y a une augmentation des cas, mais contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques mois, on ne constate pas de courbe ascendante parallèle du nombre d'hospitalisations. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Maintenant, si vous voulez... Ça veut dire qu'on est sur une ligne maximaliste là, du pouvoir J'ai l'impression que c'est une espèce de poursuite du reconfinement par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on vise le reconfinement, mais comme on ne peut pas le faire, alors on colmate les brèches et on augmente le taux de protection de telle manière à tendre vers une sorte de reconfinement. Ce qui est, en fait, là, la situation, c'est la pire. C'est qu'on n'est pas reconfiné, mais en même temps, les mesures qu'on prend ne sont pas nécessairement des mesures protectrices. Parce que je vais vous dire un truc. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui louent des grands appartements sur Airbnb et qui font des fêtes où il y a 100 personnes, 150 personnes. Ils louent ça pour une nuit, ils se cotisent, ils louent. Qui surveille ça ? Ça devient des foyers épidémiques, les gens ensuite repartent chez eux. Qui surveille ça? Alors on va imposer aux gens de mettre des masques dans les appartements. Et puis vous avez le sujet... Donc, le débat est un peu bizarre parce qu'en fait Grenoble, ça date pas d'hier cette violence. Donc Grenoble a une tradition de grand banditisme qui remonte aux années 60, mais c'est vrai sauf que depuis 2 mois, vous avez des règlements de compte, des fusillades... En 2010, effectivement, le trafic de drogue est sous le contrôle de gangs maghrébins, d'accord, qui défient l'État. Non mais c'est ça, cette démonstration de force, c'est pour défier à la fois l'État et les gangs rivaux. Donc, moi je trouve, sur le fond, indépendamment de cette lettre, déjà, pour que M. Darmanin écrive une lettre pareille, il faut encore que son bilan lui permette d'écrire ça.
Or, quand on a le bilan qu'il a, alors ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne n'a constaté un arrêt de l'ensauvagement depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Donc déjà, qu'il commence par s'occuper de la sécurité française avant d'aller administrer des leçons à des maires. Même si ce maire-là, effectivement, et les précédents le méritent, mais celui-là plus particulièrement. Et effectivement, le fait qu'il ordonne une opération de police dans le sillage de cette démonstration de force est complètement ridicule. Parce que c'est comme si il attendait quoi que ces gangs et que ces malfrats là, attendent tranquillement l'arme au pied le temps que la police vienne les cueillir. Non, surtout qu'il n'y avait pas de commission rogatoire, il ne pouvait pas rentrer chez les gens. Il savait très bien qu'en débarquant, il trouverait cosmétique. D'autant plus que ces gangs-là, on sait très bien qu'ils font vivre tout un écosystème, d'accord, qu'ils irriguent du pognon de la drogue, énormément de familles, etc. Et qu'une fois qu'ils ont fait ça et qu'ils l'ont filmé, ils disparaissent un peu comme les combattants du Viet Cong dans le Mékong. La majorité des familles en subissent les conséquences. La majorité des familles de ces quartiers subissent les conséquences de ces trafics et de ces violences et n'en vivent pas. Merci de ne pas faire un amalgame non plus sur l'ensemble des familles qui habitent dans ces quartiers. La question qui se pose maintenant, c'est comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Alain Carignon. Et là, alors là, c'est très simple. C'est un cocktail à la fois de décroissance, de paupérisation de la population, d'immigration, d'accord ? Parce qu'on voit bien que la ville a changé de visage en 30 ans. Le Grenoble d'aujourd'hui, c'est pas le Grenoble d'il y a 30 ans. Donc il y a la paupérisation due au chômage et à la croissance économique faible, etc. Et il y a effectivement une immigration folle qui se concentre sur certaines zones et qui donne les images que vous voyez. Alain Carignon. En évitant ce genre d'interpellation. Jean Messia, Xavier Iacovelli. Un avocat qui connaît ce qu'est le droit de l'État et l'État de droit mettent sur le même plan un policier et un malfaiteur en disant finalement c'est un rapport de force. Alors les violences ici sont condamnables, les violences ici sont également condamnables. Moi je vous dis quelque chose, un flic il ne tape pas quelqu'un par plaisir. Un hors-la-loi tape les policiers et brise des barrages policiers parce qu'il veut effectivement continuer à faire ses larcins et à commettre ses crimes et ses délinquances indépendamment des flics. Donc on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Mais je vous dis que la loi le fait, donc ne dites pas n'importe quoi. La loi le fait. Un policier ou un gendarme... Non mais moi je vous parle de la réalité là. La loi c'est pas la réalité. Écoutez-moi, l'état du droit c'est pas la réalité. Je vous ai laissé parler. Un policier ou un gendarme ne frappe pas comme ça gratuitement quelqu'un par plaisir. Voilà, pas en même temps. Qui a dit ça ? Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la police doit avoir le monopole de la violence légitime. C'est comme ça qu'est construit le droit. Mais là, d'accord. Oui, mais le problème, c'est que la police, en l'occurrence les forces de l'ordre de manière générale, sont inhibées par un logiciel qui fait du non-respect de l'autorité une sorte de règle. Est-ce que vous avez entendu beaucoup de gens s'élever contre ce qui s'est passé là ? Je viens de le faire à l'instant. Mais on est tous en train de s'élever là-dessus. Et quand même, Jean Messia, cette inhibition... Je vous parle, quand il y a une violence policière ou qu'on tire un cheveu de quelqu'un dans une cité, vous avez des manifs de plusieurs milliers de personnes et toute la gauche, les médias, etc. qui sont mobilisés pour le dénoncer. Cette inhibition dont vous parlez, elle a quand même une vertu. Parce que, comme on le disait avec Mathieu Vallée, si on avait été aux États-Unis, certainement que ces jeunes gens, ils ne seraient pas arrêtés par la police et en instance d'être jugés. Ils seraient morts. Ils seraient morts aujourd'hui. Mais la meilleure façon de ne pas subir la clé d'étranglement et la meilleure façon de ne pas risquer une violence policière qui a des conséquences incalculables à la fois sur les policiers ou sur les malfaiteurs, c'est d'obtempérer.